Ils se sont illustrés dans tous les conflits du monde. Leurs interventions furent souvent déterminantes. Élite Force. Entraînés aux limites de la résistance humaine, ces hommes sont prêts à donner leur vie pour servir la cause qu'ils ont choisie. Mélange détonnant d'histoire et d'action, une fresque vivante sur les unités de combat les plus secrètes des grandes puissances militaires. Films d'archives, documents contemporains, témoignages sur le vif, mission, tradition, combat. Une collection unique sur les troupes d'élite les plus prestigieuses au monde. Élite Force. Force d'élite. Pendant 160 ans, ils ont combattu pour la France dans des batailles que bien souvent la France préférerait oublier. Au-delà de leur réputation de canailles héroïques, ce sont des mercenaires qui pratiquent l'honneur sans frontières. Ils forment la Légion étrangère. Peu de militaires peuvent se glorifier de combats qu'ils n'ont pas gagnés, mais pour la Légion, sauvegarder l'honneur est plus important que de vaincre. Elle respecta cette tradition à Dien Bien Phu, en 1954, à l'heure où la France perdait définitivement l'Indochine. Après la défaite du Japon en 1945, l'armée et l'administration coloniale française avaient tenté de reprendre le contrôle qu'elles exerçaient précédemment sur cette région d'Asie. Un effort coûteux et stérile de 8 années contre une coalition de guérilleros communistes et de nationalistes vietnamiens décidés à chasser les étrangers de leur sol. Une guerre qui ne laissait aucune place aux grands sentiments, une impitoyable guerre à la mesure de la Légion qui allait y engager 30 000 de ces hommes. Legio Patria Nostra, la Légion est notre patrie, c'est leur devise. Ils sont loyaux envers leurs camarades et envers leurs officiers pour lesquels ils marchent ou meurent, comme en Indochine. Au paroxysme de cette guerre, Dien Bien Phu, l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Fin 53, la France avait déployé de manière insensée ses meilleures forces dans cette cuvette entourée de collines entièrement aux mains de l'ennemi Viet Minh. Tout l'hiver, détournant l'attention du commandement français par quelques escarmouches, ses adversaires s'installèrent solidement. Ils renforcèrent leur position de dizaines de milliers d'hommes et de centaines de canons. Les Français manquèrent rapidement d'effectifs et d'équipements, alors que le combat ne cessait de s'intensifier. La bataille décisive pour Dien Bien Phu entre dans son deuxième mois. Des renforts sont aéroportés à la garnison. Les paras sont engagés dans une bataille incertaine. Un contingent touche le sol et met aussitôt en action ses mitrailleuses et ses mortiers.
L'opération soulage les défenseurs, dont la résistance est dès à présent entrée dans l'histoire. Les Français exploitent au maximum leur supériorité aérienne avant que la mousson ne cloue leurs avions au sol. À 1 contre 4, ils repoussent les attaques. De part et d'autre, on se bat avec acharnement. Tous volontaires, les hommes de la Légion qui ont sauté sur Dien Bien Phu savaient qu'une évacuation était impossible et que par tradition, il n'était pas question pour eux de se rendre. Ils se sont effectivement battus jusqu'à la dernière cartouche. Le 8 mai 1954, lorsque la place tomba, 8000 d'entre eux avaient été tués. Ce sacrifice est symbolique des missions de la Légion, à la fois garnison coloniale et corps expéditionnaire, et dont les recrues ont l'avantage d'être anonymes, beaucoup plus facile à sacrifier dans une aventure militaire que des conscrits de nationalité française. Aucune unité combattante n'a suscité autant de respect. Aucune non plus n'a engendré autant de mystères, de controverses et d'histoires romanesques. En un siècle et demi, la confrérie du Képi Blanc a recruté plus de 600 000 hommes, de 100 nationalités différentes et dont 35 000 sont morts au combat. Venus des quatre coins du monde, unis par la tradition comme par leur entraînement quotidien, ils se considèrent comme des frères. La Légion est leur vraie famille. La mystique de la Légion n'a cessé d'exciter l'imagination populaire. On ne compte plus les récits et les films illustrant le courage du légionnaire, son audace, son obéissance aux ordres et son esprit de corps. Cette réputation d'honneur et de bravoure, puisée pour une bonne part dans quelques campagnes héroïques menées dans les déserts africains, doit pourtant son plus beau fleuron à une défaite. Subie dans un lieu perdu, il y a bien longtemps, et dont la Légion pourtant s'est faite un titre de gloire. Chaque année, le 30 avril, les légionnaires commémorent Cam Ranh. Il n'y a pas d'héritage dont ils soient plus fiers. En 1861, alors que la guerre de sécession déchirait l'Amérique du Nord, Napoléon III décida de se tailler un fief dans le Nouveau Monde. Le souverain français envahit le Mexique pour placer à sa tête et sous son contrôle Maximilien d'Autriche, décrété empereur. La Légion fut envoyée sur place. Elle comptait bien trouver quelques occasions de s'illustrer dans cette aventure exotique. L'expédition ne manquera effectivement pas d'épisodes glorieux, mais surtout sanglants. Les Mexicains ne voulaient évidemment pas de cette recolonisation. Ils résistèrent. Le corps expéditionnaire français passa de 3 000 à 40 000 hommes. La guerre s'enlisa, mais la Légion allait se trouver une âme dans cette campagne du Mexique. En avril 1863, une compagnie de 65 légionnaires est surprise par 2000 soldats mexicains. Elle se retranche dans une ferme du petit village de Cam Ranh. Durant toute une journée, sous un soleil de plomb, les défenseurs repoussent tous les assauts. Le soir, 6 survivants, à court de munitions, font une sortie à la baïonnette avant de succomber sous le nombre. L'unité était commandée par le capitaine d'Anjou, dont la main artificielle, retrouvée sur le lieu de la bataille, demeure l'une des reliques les plus précieuses de la Légion. Le symbole d'une solidarité fraternelle dans le combat, fut-il désespéré. L'acte de naissance de la Légion est daté du 9 mars 1831. À la suite des émeutes qui avaient amené l'année précédente Charles X à abdiquer, Louis-Philippe était monté sur le trône. Il souhaitait se rallier les vétérans étrangers des guerres napoléoniennes. Ce n'étaient pas des enfants de cœur.
Ils étaient de ceux qui, 15 ans plus tôt, avaient presque conquis l'Europe. Depuis lors, ils vivaient médiocrement d'une demi-solde. Obsédé à la fois par les récents troubles révolutionnaires et par les problèmes que lui posait l'expédition d'Algérie, le nouveau monarque décida de transformer en avant-poste colonial ses troupes excédentaires et remuantes. Son ministre de la guerre allait résumer cette politique en quelques mots. Qu'ils versent leur sang et piochent le sable à la conquête de l'Afrique du Nord. En 1832, ces soldats se virent interdire de servir en France. Seules des recrues étrangères combattraient outre-mer, sous commandement français, pour la plus grande gloire de l'Empire et sans que des veuves soient obligées de pleurer leur mort. Les légionnaires n'avaient déjà ni passé ni futur. Aujourd'hui, la tradition demeure. On reçoit des gens qui, quand ils arrivent, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont capables de faire, et on s'aperçoit après qu'ils sont capables de faire beaucoup. Et eux-mêmes le découvrent. Et je crois que c'est ça, la Légion étrangère, c'est le fait de faire découvrir, de découvrir nous-mêmes et de faire découvrir à des gens qu'ils sont capables de se surpasser. Pour beaucoup, le légionnaire ne peut être qu'un homme qui cherche à échapper à un passé douteux. Ce n'est en tout cas plus vrai. Aujourd'hui, la Légion ne recrute pas sans poser de questions. Elle ferme les yeux sur les délits mineurs, mais elle écarte les casiers judiciaires chargés. Les recrues sont généralement des hommes jeunes, soucieux d'aventure, de discipline et de servir dans une arme d'élite. Mais comme ils sont en majorité étrangers, ils reflètent logiquement tous les bouleversements qui agitent le monde. En s'engageant à la Légion, ils sont à la recherche d'un père, soit que leur propre famille les ait rejetés, soit que leur pays n'ait pas été à même de satisfaire leurs espérances. Aux vétérans des guerres du XIXe siècle ont succédé dans les années 20 des Russes blancs rescapés de la révolution bolchevique, puis dans les années 30 des réfugiés espagnols. D'anciens nazis ont rejoint la Légion après la Deuxième Guerre. Plus récemment, les restrictions militaires que s'est imposée la Grande-Bretagne après la guerre des Malouines ont suscité un afflux de volontaires britanniques. Et depuis la chute du mur de Berlin, 40% des recrues sont originaires d'Europe de l'Est. Dans toute organisation militaire, l'aspect extérieur constitue la première étape du conditionnement. Ici, il ne s'agit pas seulement que tous se ressemblent, mais que chacun s'identifie physiquement au régiment. La sélection dure 2 semaines. Elle vise à déterminer si les candidats ont la capacité d'endurer la discipline et les rigueurs de la Légion. Leur loyauté doit être absolue. La plupart choisissent de rompre tout lien avec leur passé. Je couperai les ponts avec ma famille jusqu'au terme de mon contrat. Seule la Légion permet à ceux qui la rejoignent de taire leur nationalité ou de s'engager sous un nom d'emprunt. Il ne s'agit pas seulement de permettre aux volontaires de repartir à zéro, mais de subordonner la personnalité de l'individu à une identité collective, purement légionnaire. Les hommes sélectionnés reçoivent aussitôt le képi blanc, mais ils devront encore se contenter de l'admirer. Ils ne pourront le porter qu'après 16 semaines d'entraînement éreintant dans le sud de la France. Pour les candidats, c'est un événement qui va bouleverser leur vie. Ces cosmopolites ont désormais une nouvelle citoyenneté. Ils sont légionnaires. Ce contrat d'enrôlement vous lie à votre nouvelle famille pour 5 ans. Il concrétise solennellement votre nouveau départ. Vous l'avez choisi et il marque votre volonté de servir la Légion étrangère avec honneur et fidélité. Seule la Légion vous offre cette chance. Un entraînement militaire efficace ne peut être qu'éprouvant. Les vétérans affirment à entraînement facile, guerre difficile. À entraînement difficile, guerre facile.
À Castelnaudary, dans les Pyrénées, les recrues sont rapidement confrontées à leur nouveau rythme de vie. Elles sont testées mentalement et physiquement. Cela ne se fait pas toujours sans mal. Par rapport au passé, certains abus sont évités, mais l'entraînement reste très dur, à la mesure de ce que l'on exigerait des hommes s'ils étaient engagés au combat. La plupart de ceux qui ne le supportent pas sont déclarés inaptes, d'autres désertent. Beaucoup d'exercices sont conçus pour encourager la solidarité. La Légion réfrène l'individualisme au bénéfice de l'esprit d'équipe. En la matière, tout écart est sévèrement corrigé. Là, comme ça, là, tapez le front, stop, changez, changez. Allez, tapez le front. Go, go. Stop. Nous voulons des unités solidement soudées. À l'entraînement, l'accent est mis sur le travail collectif. Nous ne recherchons pas les Rambo, les meilleurs tireurs d'élite ou les officiers les plus brillants. Les personnalités d'exception ne nous intéressent pas. Ce que nous voulons, c'est un esprit de corps, une conduite exemplaire au niveau de la section, de la compagnie et du régiment. Ce qui fait la force de la Légion, c'est cette unité qui la rend virtuellement indestructible. Il n'est pas inhabituel d'entendre parler 10 langues différentes dans un groupe de recrues. Mais sur le champ de bataille, il est essentiel que les ordres soient suivis instantanément. C'est une question de vie ou de mort. Il est donc indispensable qu'à l'issue de leur entraînement, les candidats puissent maîtriser le français. Un rang là-bas. Dépêchez-vous. Un rang ici, un rang derrière. Dépêchez-vous. Prenez les distances. Assis, en position. En bas, en haut. En bas, en haut. Debout sur 2 rangs. 2 rangs. Un rang comme ça. Généralement, après une période de flottement, ils y parviennent. La Légion a aussi ses traditions. Tout un répertoire de chants légionnaires se transmet de génération en génération. Ces marches, imprégnées souvent d'une forte influence germanique, ponctuent les rituels de la vie quotidienne. Elles célèbrent la loyauté, l'abnégation, la camaraderie, tout ce qui aide à affronter la mort. Alors nous avons une matière humaine, vous avez pu le constater, qui s'en remet totalement à la Légion étrangère. Et là-dessus, nous, en tant que cadres, on a un rôle, c'est de répondre à leur attente. Ce qui nous maintient toujours en éveil vis-à-vis d'eux, et donc vis-à-vis de la Légion étrangère, pour en faire les meilleurs, parce qu'ils sont très exigeants. Section. Engagé volontaire de la section de l'adjudant Ménard. Après 4 semaines d'instruction... Les meilleurs ont mérité maintenant de porter les attributs qui les identifient comme légionnaires à part entière. Leurs insignes leur sont remis au cours de la célèbre cérémonie du képi blanc, qui se déroule traditionnellement au coucher du soleil. C'est le moment d'émotion. Celui où les volontaires sont amenés à se rappeler que les sources de leur vocation mélangent le sang et la gloire. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Ensemble, ils récitent leur code d'honneur qui implique discipline, loyauté et courage. Ils jurent de considérer leur mission comme sacrée, de les exécuter à la lettre jusqu'au sacrifice de leur vie. Légionnaire, tu es un volontaire, servant la France, avec honneur et fidélité.
La première tâche confiée à la Légion en 1832 fut de pacifier l'Algérie au nom de l'impérialisme français. Pour repousser ces étrangers infidèles et méprisés, les chefs de tribus avaient proclamé une djihad, une guerre sainte. Les légionnaires subirent leur baptême du feu dans des luttes sauvages et meurtrières, sous un soleil de plomb, sur une terre d'embuscade et contre des ennemis fanatisés. L'armée française d'Algérie attendit longtemps sa première vraie victoire. Elle la remporta le 24 juin 1857, lorsque dans une charge épique à la baïonnette, les légionnaires enlevèrent l'oasis fortifiée de Zaatcha, assurant provisoirement le contrôle français sur l'Afrique du Nord. Entre-temps, la France avait changé de régime. Napoléon III succédait à Louis-Philippe. L'Empire, c'est la paix, proclamait le nouveau souverain. Pas de paix pour la Légion. En 1854, éclata la guerre de Crimée. Les Russes méditaient de s'emparer de Constantinople pour accéder à la Méditerranée. Les légionnaires formèrent l'avant-garde de l'assaut décisif qui leva le siège de Sébastopol et ruina les espoirs du tsar. Le temps était aux aventures coloniales. La Légion avait besoin d'une base permanente. On l'établit à Sidi Bel Abbès, près d'Oran. Tout en étant proche de la France, l'Algérie en était suffisamment éloignée pour que ces turbulents mercenaires ne posent aucun problème à l'état-major. En même temps qu'elle s'installait à Sidi Bel Abbès, où elle restera plus d'un siècle, la Légion faisait peau neuve en adoptant une nouvelle tenue, pantalon et képi blanc, tunique bleue. Au XIXe siècle, les conscrits formaient l'essentiel des armées nationales. La Légion fit exception. Aguerrie, disciplinée, elle développa des unités spécialisées, des troupes montées, des grenadiers, des bataillons d'intervention. Riche de l'expérience que lui apportaient ces recrues étrangères, elle devint un outil essentiel de l'expansion politique et économique de la France. Durant la campagne de Madagascar, à la fin du siècle, la fièvre terrassa plus d'hommes que d'adversaires. Un médecin militaire note « Un soldat français entre à l'hôpital pour être renvoyé chez lui, un tirailleur africain pour y être soigné, un légionnaire pour y mourir. » À l'époque, le jugement que portaient les Français sur leurs troupes mercenaires était très mitigé, et il le restera jusqu'à la Grande Guerre. Pour la première fois, la Légion étrangère était autorisée à combattre sur le sol français. Ses rangs se gonflèrent d'un nouvel afflux d'étrangers acquis à la cause des Alliés. Tous les continents y étaient représentés avec en vedette une poignée d'aviateurs américains. Anticipant en quelque sorte l'entrée en guerre de leur pays, ils formèrent l'escadrille Lafayette. Depuis 1915, toutes les unités d'infanterie de la Légion étaient regroupées en un seul régiment de marche. 3 ans plus tard, ce régiment était le plus décoré de France. Le poète et légionnaire américain Alan Segers écrivait, quelques heures avant d'être tué avec 860 de ses camarades à la bataille de Bellois-en-Santerre, « J'ai un rendez-vous avec la mort, à minuit, dans quelque ville en flammes, quand reviendra le printemps. Et je vous en donne ma parole, je serai fidèle au rendez-vous. » Après la guerre et affectée à Sidi Bel Abbès, la Légion reprit ses missions coloniales. En 1925, des tribus montagnardes, conduites par un légionnaire allemand déserteur, entrèrent en rébellion. Il fallut plus d'1 an pour les réduire. La même année, la Légion fut engagée en Syrie contre les Druzes,
farouchement opposé à la décision prise par la Société des Nations de confier à la France le mandat de gérer cette région. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les légionnaires n'échappèrent pas à la tourmente. Leurs régiments seront divisés entre fidélité à Vichy et devoir de résistance. Cependant, après s'être illustrés déjà au premier jour du conflit en Norvège, ils se retrouveront aux premières loges en Afrique, leur terrain de prédilection contre l'Afrika Korps de Rommel. Pendant 10 jours, à Bir Hakeim, leur ténacité contribua pour beaucoup à permettre à la 8e armée britannique de se regrouper et de couper aux renards du désert la route de l'Égypte. Une fois la France libérée, la Légion fit table rase de ses conflits internes, préoccupée tout entière de participer à l'assaut final contre les nazis. La victoire sur l'Allemagne n'offrit aux légionnaires qu'un bref répit. Quelques mois plus tard, fortement renforcés au passage d'anciens soldats de la Wehrmacht, ils étaient engagés dans un nouveau conflit en Indochine. Les pertes effrayantes que subit la Légion à Dien Bien Phu ne faisaient que préluder à d'autres massacres, à une autre sale guerre. Fin 1954, éclatait l'insurrection algérienne. Les légionnaires vont participer dans ce pays, qui était un peu le leur, à l'une des guerres les plus impitoyables de l'ère moderne. Une lutte à mort contre le FLN et les autres mouvements indépendantistes. Pour les Français, les insurgés étaient des terroristes. Ils les traitèrent donc comme des criminels. La détermination de leurs adversaires finira pourtant par les décourager. La volonté du président de Gaulle de négocier l'indépendance de l'Algérie apparut à certains militaires comme une trahison. En avril 1961, 3000 soldats, dont beaucoup appartenaient au 1er régiment étranger de parachutistes, soutinrent un putsch tendant à placer le pays sous contrôle militaire. La mutinerie fit long feu. Une grande majorité des forces armées refusa d'y participer. Mais la Légion, elle, s'était gravement compromise. Le premier REP fut démantelé et plusieurs de ses chefs emprisonnés. Un an plus tard, l'Algérie accédait à l'indépendance. Après ceux déjà subis en Indochine, ces nouveaux déboires entraînèrent une réduction des effectifs de la Légion, dont le quartier général de Sidi Bel Abbès fut par ailleurs rapatrié à Aubagne, près de Marseille. La Légion est une famille qui s'assume. Ses vétérans sont accueillis au foyer de Puy-Loubier, construit à leur intention grâce à des donations de leurs camarades en service. Le domaine, proche d'Aix-en-Provence, est une terre de vignobles. Ce vénérable caviste a derrière lui une carrière de légionnaire de plus de 30 ans. Ça, c'est du vin rouge. Nous faisons pas seulement du vin rouge, nous faisons aussi du vin blanc, du vin rosé, du blanc, qui est un mousseux, et de l'eau de vie. Nous sommes ici dans la salle des campagnes du musée de la Légion étrangère à Aubagne. Aujourd'hui, 8500 hommes servent dans la Légion, avec un renouvellement annuel de 1500. Leurs officiers sont en grande majorité français, mais rien n'interdit qu'un étranger accède à un poste de commandement. L'effectif est réparti en 10 unités spécialisées dans des tâches qui vont de la sécurité à l'ingénierie. Mais tout légionnaire doit être apte à combattre et reste soumis dans ce but à un entraînement permanent. Les exercices sont éprouvants, conçus pour reproduire, dans toute la mesure du possible, les exigences réelles de la guerre moderne.
Ces épreuves sont réputées fournir la confiance en soi qui fait les combattants efficaces. L'instruction est assurée par les sergents et les caporaux. Très exigeants, ils sont chargés de maintenir dans l'unité son haut niveau de performance et son grand esprit de solidarité. Je lui donne un coup de pied circulaire, donc c'est pas la peine. Je le sèche tout de suite, moi. Ok. Je vais uniquement le faire sentir la prise au niveau du visage, d'accord? Donc, un point vital, les yeux. Ok. Les légionnaires apprennent à pratiquer toutes les formes de combat et même à tuer à main nue. Terminé. L'arme réglementaire est le FAMAS, un fusil d'assaut de calibre 5,56 qui se charge par le bas. Un bipied amovible lui assure une ligne de tir très précise. Mais la Légion Force d'élite dispose d'un arsenal autrement plus impressionnant. Des armes robustes, d'un maniement aisé et d'une grande puissance de feu. Ainsi, ce fusil de calibre 7,62 à haute précision jusqu'à une distance de 600 mètres. Encore. La plus récente unité de la Légion a été créée en 1984. C'est le 6e régiment étranger du génie. Son rôle est d'accompagner l'infanterie dans les zones d'opération pour y construire de quoi les protéger et assurer leur progression. Ces hommes sont aussi experts en explosifs. Ces sapeurs sont formés à la pose des mines et à leur détection. Aucune technologie ne peut remplacer la neutralisation manuelle de ces engins redoutables. D'autres spécialistes sont entraînés au repérage des mines sous-marines et aux assauts amphibies. Ces sapeurs jouent aussi un rôle politique comme constructeurs dans des missions militaires outre-mer. La tradition du guerrier bâtisseur est perpétuée au sein de la plus ancienne unité, le 1er régiment, dont l'unité de sapeurs défile en tête lors de la commémoration de Cameron, escortant la main de bois du capitaine d'Anjou. Le tablier de cuir qu'ils portent sur leur uniforme symbolise la vocation de bâtisseur des légionnaires. Les régiments étrangers d'infanterie servent aux 4 coins du monde. Le 3e REI est spécialement formé au combat dans la jungle. Il y école les autres unités de la Légion et occasionnellement des troupes d'élite venant de divers pays. Qu'on a favori, c'est l'anaconda qu'on a apprivoisé.
Allez, il est gentil comme tout. Un autre groupe d'infanterie sert dans la Corne de l'Afrique, une région dure à vivre même pour un légionnaire. Son déploiement est considéré comme indispensable à la sauvegarde des intérêts français au Moyen-Orient. Un régiment de cavalerie, le 1er REC, constitue le noyau de la force d'intervention rapide de la France. C'est une unité polyvalente, très mobile, équipée de tanks légers et de transport de troupes blindées. Le 1er REC tire sa puissance de feu d'un armement ultramoderne, et notamment de missiles anti-chars VAB-HOT. Ces AMX-10 RC, servis par un équipage de 4 hommes, sont équipés d'un canon de 105 mm. Leur vitesse de pointe dépasse 90 km/h. Ils sont considérés comme la Rolls-Royce du désert. Enfin, le 2e REP, régiment de parachutistes, passe auprès des légionnaires eux-mêmes pour le NEC plus ultra, une unité dont les recrues sont triées sur le volet. J'ai servi auparavant au 3e ERI en Amérique du Sud et au 1er REC. Mais comme tous mes camarades, je rêvais d'être parachutiste. Et c'est le seul régiment de la Légion qui soit aéroporté. Nous sommes les meilleurs, l'élite de la Légion. Les paras s'entraînent au saut très régulièrement sur des avions Transal au départ de leur base en Corse. Une unité spéciale de commando baptisée CRAPS est destinée à opérer derrière les lignes ennemies, en éclaireur. Le CRAPS est équipé d'armes d'assaut sophistiquées, avec viseur de nuit et silencieux, et d'un matériel ultramoderne de positionnement sur satellite et de démolition contrôlée par radio. Le régiment parachutiste vit en état d'alerte permanent. Aujourd'hui, en cas de crise, nous sommes les pompiers de l'armée française. Pas équipés de blindés, ni équipés forcément très lourdement en véhicules contre la guerre chimique. La France ambitionne de renforcer économiquement et militairement son influence internationale. En cas de conflit, la Légion constitue un de ses atouts majeurs.
Elle a été engagée dans cet esprit à 3 reprises. Au Tchad, elle a protégé le régime en place d'une série de coups d'État inspirés par la Libye. En 78, à Kolwezi, au Zaïre, où une invasion d'ex-Katangais menaçait la vie des résidents européens, le colonel Gossri a sauté avec la première vague dans un assaut devenu légendaire. J'étais donc capitaine et je sautais en première vague derrière le colonel Hérulin. Il s'agissait bien d'une opération coup de poing, puisque le régiment a sauté le 19 mai et je suis rentré à Calvi le 6 juin. Opération donc de va-et-vient, très rapide, très brutale. Alors, action humanitaire, moi je rappelle que nous avons sauvé 2000 Européens de massacre. Il y en a malheureusement eu 150 que l'on a retrouvés dans des charniers, totalement massacrés. Et à l'époque, on a permis au Zaïre de récupérer le Chaba, qui est sa province la plus riche. En 1982, à Beyrouth, la Légion a participé à la force internationale qui a protégé le retrait des hommes de l'OLP. Le gouvernement français utilise la Légion comme un élément de dissuasion dont la seule présence suffit parfois à calmer des situations explosives. Ce fut le cas au Rwanda, où son arrivée a évité l'extension de la guerre civile. Ces opérations réclament un entraînement spécifique. Ici, au Sénégal, le 2e REP participe à des manœuvres conjointes qui témoignent de l'engagement continu de la France dans son ancien empire. Au cours de l'exercice, des parachutistes sont lâchés sur place après un vol de 9 heures effectué au départ de Toulouse. Entraînés par des vents violents, ils ont atterri à 2 km de leur zone de largage et s'activent à récupérer leurs équipements avant le coucher du soleil. Les hommes ont sauté avec un pactage de près de 30 kilos. Des vivres pour 3 jours, des munitions, un équipement de survie, une trousse médicale. Tout ce qu'ils seraient amenés à transporter s'ils montaient réellement au combat. La Légion ne constitue qu'un des éléments de la force d'intervention française, appelée à démontrer ici, en coopération avec des unités sénégalaises, sa capacité à contrôler rapidement un terrain qui ne lui est pas familier. Des hélicoptères assurent la protection aérienne de l'opération, tandis que sur la plage, des hommes grenouilles garantissent les voies d'accès à un débarquement. Environ une cinquantaine de mètres, tapis en place. La marine française transporte sur les plages des véhicules blindés et des unités du génie. Une stratégie efficace est aujourd'hui tributaire de cette mobilité et de cette rapidité d'intervention. Accélère. Allez, à fond, jusque de l'autre côté du talbec sans t'arrêter. Les habitants de la région observent les légionnaires qui se taillent un chemin à travers la brousse. Ils savent que l'armée française constitue le plus sûr allié de leur gouvernement. Cette compagnie a reçu pour mission d'effectuer une reconnaissance dans une bourgade qui est censée abriter des éléments hostiles. Elle a pour objectif de les neutraliser et d'assurer le contrôle de la région et des voies ferroviaires qui y convergent.
Les légionnaires placés aux avant-postes jouent leur rôle avec conviction. Ce qui ne les empêche pas d'organiser de manière tout aussi réaliste leurs quelques moments de détente. On s'efforce ici de reproduire les conditions d'un affrontement réel. La manœuvre laisse une part à l'improvisation. On est requis d'y faire preuve d'astuce et d'initiative. Là où les défenseurs attendaient un lâcher de parachutistes par avion, on leur réserve la surprise d'un assaut par hélicoptère. Une attaque surprise de ce genre est de celle auxquelles les légionnaires sont entraînés à faire face. Ils doivent aussi être capables de combattre la guérilla. Caractéristique des opérations dans le tiers-monde, l'ennemi se fondant dans la nature pour éviter d'affronter une troupe compacte et organisée. Bon, actuellement, il y a des véhicules ennemis qui viennent de forcer le passage par la route. Affirmatif. Les manœuvres sont terminées. Après la traditionnelle revue des troupes et une dernière inspection, les légionnaires pourront pendant quelques heures se détendre et sacrifier au tourisme. Non sans avoir été mis en garde contre les méfaits de la drogue, de l'amour tarifé et des marchands de souvenirs. La coopération militaire vue pour quelques heures sous l'angle des relations publiques. Moi, il n'y a pas beaucoup d'argent. Je travaille Louis. Ces exercices outre-mer font partie de la formation générale des légionnaires, de leur préparation à toute forme de guerre. Et lorsque la guerre se déclenche, comme ce fut le cas dans le Golfe, ils permettent à la Légion de renouer instantanément avec ses traditions. Pour nous, cette guerre n'avait rien d'exceptionnel. L'armée française en général et la Légion en particulier sont habituées à combattre dans le désert. Les légionnaires se sont parfaitement intégrés à l'ensemble du dispositif militaire français déployé dans le Golfe. Des éléments de toutes leurs unités avaient été envoyés sur place. Le 1er régiment étranger de cavalerie, le 6e régiment étranger du génie, le 2e régiment étranger d'infanterie et les commandos du 2e régiment étranger parachutiste. La Légion était en première ligne, sur la frontière entre l'Arabie Saoudite et l'Irak. Formant tenaille sur l'aile des forces alliées, elle était chargée de forcer les fortifications irakiennes et de prendre la ville et l'aéroport de As-Salman. Une attaque rapide et violente. Le succès est total. Pris à revers, les Irakiens baissent les armes. Les légionnaires n'ont pas subi la moindre perte. Ces opérations ont démontré l'aptitude de la Légion à remplir son rôle dans une bataille de grande envergure et la fiabilité du matériel dont on l'a dotée.
Elle réalise l'équation parfaite entre une technologie de pointe et les valeurs traditionnelles du combattant. Elle a impressionné ses alliés et le général Schwarzkopf s'est montré très flatté d'être nommé caporal d'honneur. Cette guerre marquera peut-être l'avenir de la Légion, sans doute vouée de plus en plus à combattre dans des forces internationales de maintien de la paix. Sa polyvalence et son professionnalisme sont parfaitement adaptés à ce genre de mission. Son engagement dans le Golfe a permis à la Légion de tester son expérience dans une vaste opération combinée. Elle y a affermi son moral et son esprit de corps. La France veut apporter à ces nouvelles alliances la caution d'une armée apte à la fois à remplir des missions humanitaires et à tenir son rang au combat. Les événements qui ont bouleversé récemment le cœur de l'Europe ont amené les 12 pays de la communauté à s'engager militairement, de l'Adriatique au Kurdistan. La nécessité s'impose de créer une réelle cohésion entre leurs armées respectives. Par nature, la Légion pourrait être à l'avant-garde de cette mutation. Tout comme ses alliés, la France est confrontée à des difficultés économiques qui l'amèneront sans doute à réduire ses effectifs militaires. Mais la Légion n'est pas une unité comme les autres. Besoin d'une unité capable d'intervenir à la fois dans des engagements armés pour rétablir la paix ou pour venir en aide à des pays agressés ou l'objet de convoitises de pays voisins. La Légion étrangère constitue un exemple unique. D'autres armées alignent des troupes parfaitement équipées, entraînées et motivées. Ce qui caractérise les légionnaires, c'est leur dévouement, non pas à leur pays, mais à leur unité. Depuis plus de 160 ans, la Légion rassemble des hommes de nationalités, de races et de religions différentes, mais des hommes solidaires dans leur credo d'un autre âge, marche ou crève.